On est parti. Donc, bonjour tout le monde pour les conférences de communication animale au salon de Saint-Angoël. Donc là, c'est la deuxième conférence. L'année dernière, on a vu, hier plutôt, on a vu les bases de la communication animale et en même temps le déménagement de l'animal. Aujourd'hui, on va aussi essayer donc de revoir les bases de la communication animale. Mais j'enregistre, Jacques. Comment? C'est enregistré, Jacques. Ah, c'est pas marqué dessus, là. Au revoir. Donc, voilà, donc on va revoir les bases de la communication animale et on va donc pouvoir revoir aussi certaines choses au niveau de l'émotionnel et puis peut-être quand est-ce qu'on peut se servir de la communication animale et que pour vous, ça puisse aussi être intéressant. Hein. Donc, dans cette première partie, la première chose, donc la communication animale, ça fait partie de la télépathie et de la voyance et donc de la médiumnité, c'est tout ce qui concerne voilà, la voyance, hein, si on essaye de voir les choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans un système d'onde alpha avec l'animal et quand on est dans ce système d'onde alpha, eh bien, on va avoir des images, on va avoir des ressentis. Alors, quand est-ce que la communication animale, elle peut être employée? Alors, 50% moi, des demandes de communication animale sont envoyées par des vétérinaires et des ostéopathes. Et 50% des communications animales sont demandées par les particuliers. Donc, dans ces 50% qui sont vétérinaires ostéopathes, mais aussi des éducateurs canins ou des moniteurs d'équitation, des responsables d'écurie, des jockeys, on peut vraiment avoir de tout niveau et de tout monde, en fait, que ce soit le cheval, les vaches. Moi, j'ai des éleveurs, voilà, on a des herbivores, voilà. La première chose, c'est essayer de trouver les causes d'une maladie ou d'un fonctionnement de l'animal. Ça fait partie des grosses demandes au niveau des professionnels quand on arrive un petit peu en bout de course. Hein, voilà. Et au niveau des particuliers, c'est savoir déjà si son animal est heureux. C'est déjà une des premières choses comme ça, et savoir comment on peut améliorer le quotidien de son animal parce qu'on est en amour avec son animal. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comment on l'écoute davantage? Comment on l'écoute mieux? Comment on prend plus en compte ça? Hier, on a vu le déménagement parce que, moi j'ai envie de dire, ça se prépare. Hein. Donc, la communication animale, elle ne doit pas enlever du bon sens. Dans le sens où quand on déménage, on dit à son animal qu'on déménage, on l'emmène dans le lieu où on va déménager, on emmène aussi ses affaires, bien sûr. On essaye de ne pas lui changer ses affaires parce que ça lui fait des points de repère, de la même façon que nous, dans un déménagement, on va aussi avoir besoin de points de repère. Voilà, c'est toutes ces choses de bon sens qui permettent à un animal de savoir qu'il fait partie du déménagement et ensuite que là-bas, il va être accueilli et qu'on fait tout pour qu'il se sente bien dans cette nouvelle maison. Hein, voilà. Donc, sur cette deuxième conférence, c'est de quoi avez-vous besoin aussi? Quelles sont vos premières questions par rapport à ça et comment vous aider dans le quotidien et comment la communication animale, elle peut vous aider, mais il y a bien sûr quelque chose en lien avec le bon sens et les choses où on a de plus en plus conscience qu'on doit parler à nos animaux. Ils comprennent. Donc, il faut absolument qu'on leur parle. Mais souvent, la façon de leur parler, elle est courte ou imprécise. Elle est partielle. Hein? C'est ce qu'on a vu hier dans la première conférence. Moi, je prenais comme exemple un chien qui était mais vraiment pas bien au déménagement parce que dans la famille, donc la famille était en train de préparer les cartons et dans la famille, il entendait « on part pour plus petit ». Il entendait ça. Et d'accord, on part pour plus petit, d'accord, mais je fais partie du voyage, moi. Comment on fait si c'est plus petit? Donc de l'angoisse à ce déménagement, parce qu'on n'allait pas plus loin, de se dire on part plus petit, oui, il n'y a plus les chambres d'enfants parce que les enfants sont grands, mais par contre on a agrandi le jardin pour le chien, mais ça on ne lui dit pas. Donc de l'angoisse parce que l'information est partielle, vous voyez? Je trouve que ça c'est quand même assez intéressant de donner des informations complètes à l'animal. Je vous écoute pour vos questions par rapport à ça. Oui. Moi, j'appelle deux chats et j'ai dit que la chatte de ma mère qui est décédée. Donc, je n'étais pas prévenue qu'elle avait une première personne. Ah bah oui. Il y en a une des chats, ça va, ils travaillent ensemble. Tandis que l'autre, la patriarche,
Ça, je ne peux pas vous dire. Ça, je ne peux pas vous dire. Tant que je ne suis pas en communication animale avec votre animal, je ne peux pas vous dire. Après, s'il y a un problème de vue, c'est vétérinaire. Si vous pensez qu'il y a un problème de vue, c'est aller voir un vétérinaire. Et en plus, ça c'est la base. Hein, quand il y a un changement de comportement, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et en plus, il y a d'excellents vétérinaires ophtalmos sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ce sont vraiment des spécialistes de la vision et trouver la cause aussi, hein, parce que ça peut être l'âge, mais ça peut être autre chose. Hein, ça peut être une maladie qui cause la baisse de la vision, donc déjà régler ça. Mais après, effectivement, c'est comment vous en parlez, quoi. C'est comment vous le dites, comment vous dites que ce chat, il est arrivé pas parce que on voulait enlever de l'espace à vos deux chats-là, mais bien parce que il fallait pas que ce chat se retrouve à la rue et que c'est un acte d'amour aussi que d'avoir repris le chat de votre maman, quoi. Hein, mais pour ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir l'expliquer. Oui, mais il faut parler à vos deux autres chats. Voilà. Après, la question, c'est, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est pourquoi on leur parle si peu, quoi. Pourquoi ils sont mis autant devant le fait accompli. Vous faites ça dans le cadre d'une famille recomposée, je ne vous dis pas le bazar qu'il va y avoir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que l'humain, soit par méconnaissance, soit par oubli, ou soit parce qu'il juge que ce n'est pas utile, fait vivre, même sans mauvaise intention, hein, fait vivre des choses aux animaux. S'il fait vivre ça aux enfants d'un couple recomposé, je ne vous dis pas, il va vite changer son fusil d'épaule. Hein. Hein, il va devoir en parler, hein, il va devoir crever l'abcès et dire les choses. Hein, hein, et donc parler d'amour, bien sûr, parce que le fond de ça, c'est l'amour d'une recomposition. Voilà. Et en fait, on ne parle pas suffisamment d'amour à nos animaux. Ça veut dire qu'on emménage ou on déménage ou on accueille des animaux, où il y a des animaux qui partent, mais le fond de la chose qui nous anime et qui anime ces décisions qui sont prises sont l'amour. C'est ça qui fait passer aussi, comment je dirais, l'intention, mais une partie de l'acceptation aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas qu'il y a de l'amour dans ce qu'on fait? C'est un grand mystère. Mais bon, c'est une problématique humaine, hein, si on veut dire ça. Hein. Pour que l'humain parle d'amour, quelquefois, il faut se lever de bonheur. Hein. Il faut qu'il soit poussé. Hein. Oui, mais il faut que les deux autres l'accueillent aussi. Ça aussi vient deuil. Donc, comment les autres acceptent un animal en deuil? Ça aussi, c'est une bonne question. S'ils ne sont pas préparés, comment ils ressentent que cet animal va mal? D'accord, ok, mais comment on accueille un animal en deuil? Ça, ils peuvent sentir qu'il y a du deuil, que la famille n'est pas bien, que l'animal n'est pas bien, mais comment ils font du lien? En gros, ils doivent eux-mêmes faire du lien en se disant, bon, là, il y a un truc qui ne va pas, il y a du deuil chez les humains, et visiblement, c'est un chat. Alors, un truc fou, mais de où il vient ce chat? Comment ça se fait qu'il y a du deuil là? Bon, et puis, on doit se démerder, quoi, hein, avec du territoire à partager, des nouvelles odeurs, des habitudes, du pipi, du caca, enfin, on a la totale, quoi. Hein. Donc, et là-dessus, comment... Donc, vos chats vont aussi être en deuil de leur territoire. Accueillir quelqu'un, c'est perdre quelque chose. Donc, ils se retrouvent déjà dans leur deuil et en plus, ils doivent accepter le deuil de l'autre. Donc, si tout ça, ça n'est pas suffisamment dit, et après, ils vont le préparer. À partir du moment où les choses sont dites, ils se l'approprient. Il y a quelque chose de très beau à l'appropriation des animaux. Ils ne sont pas dans le non, je ne veux pas, ils ne sont pas là-dedans. C'est comme un puzzle, et c'est comment ils vont retrouver leur place et leur pièce du puzzle. Ben oui, ben oui. Il faut vraiment qu'on puisse davantage leur parler, vraiment. Et aussi leur expliquer ce qui va changer dans l'accueil. Ben bien sûr, parce qu'il y a des normes dans la famille qui ne sont peut-être pas les mêmes que... Donc, on doit gérer son deuil et en plus, on doit s'habituer à une nouvelle famille. Ça se fait beaucoup. Hein,
Donc, il faut du temps pour tout ça. Après, vous avez des éducateurs félins aussi qui aident bien par rapport à ça. Mais la base, c'est parler à nos animaux. Vraiment. Leur expliquer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. D'autres demandes ou questions? Allez-y. Donc ça va être pour tous les moments importants de la vie, mais ça peut être aussi, par exemple, pour les vacances. Hein. Si vous voulez, par exemple, quand on a un animal qui va être gardé par la famille, donc a fortiori, si c'est un éducateur canin ou félin qui vient à la maison, ou si c'est des amis, des voisins qui viennent à la maison, mais aussi, bien entendu, si on va faire garder l'animal en extérieur, mais y compris quand c'est dans la famille. Hein. On a des animaux qui le vivent mal parce qu'en gros, ils ont une information partielle. Donc, c'est par exemple, on leur dit bon, bah, tu connais déjà, tu retournes chez papy-mamie. Ouais, ok, d'accord. Quand et pour combien de temps? C'est quand même assez important comme information. Je retourne chez papy-mamie définitif. C'est quoi cette affaire-là? D'accord? Ils ont besoin, on leur donne trop souvent d'informations partielles. Je voulais savoir au niveau de la durée, comment on fait pour leur expliquer, c'est autant de nuit? Autant de jours et de nuits, ben, ils savent, hein, de toute façon, oui, l'inversion jour-nuit, le jour-nuit, ils savent. Hein, donc, si on leur dit c'est un mois, c'est 30 jours, allez, ils savent. Hein, ils ne sont pas cons, ils savent ce que c'est qu'un jour et qu'une nuit. Hein. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Hein. Donc, dans une semaine, et puis je t'appelle, et puis je dirai quand je suis bien arrivée, il y aura un coup de fil, leur dites de mettre le haut-parleur, et éventuellement de mettre la visio. Enfin, aujourd'hui, on a des tas de moyens techniques qui vous permettent, vous, de contrôler que ça se passe bien avec l'animal, hein, notamment quand c'est une garde extérieure, qu'on vous montre bah, voilà, que c'est propre, voilà, qu'on s'en occupe bien, que votre animal est en bon état physique et émotionnel à sa façon. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose d'important et allez, je trouve que ce n'est pas suffisamment fait. C'est pas suffisamment fait. Ouais. Il y a une partie là où on va pas assez loin alors qu'aujourd'hui, on a complètement les compétences, les capacités techniques d'aller plus loin. Hein, par exemple, lors du premier confinement, au mois de mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, mais les propriétaires équins, il avait été décidé que les propriétaires de chevaux ne pouvaient plus aller voir leurs chevaux. Ils ne pouvaient plus rentrer dans les écuries. Ah oui, oui. C'est comme si vous ne pouviez plus voir votre chien ou votre chat. Un truc de fou, hein. Et ça a duré presque 1 mois et demi, 2 mois, ça, hein, tout le premier confinement. Hein. Donc, un drame hein, pour des propriétaires qui, normalement, passent tous les matins ou tous les soirs, ou enfin, le plus souvent possible, voir leur animal. Donc, si vous voulez, il y avait deux problèmes liés à ça. C'est que ces animaux qui sont ce qu'on appelle en pension dans les écuries de propriétaires, en gros, c'est les propriétaires qui passent, l'écurie se charge de nourrir et de donner à boire, voilà. Mais c'est les propriétaires qui sortent les chevaux, parce qu'autrement, ils vivent en boxe. Hein, la plupart, heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même une grande majorité dans les HDF de chevaux qui vivent en boxe. Donc là, en gros, c'était, il n'y a pas assez de bras en écurie pour sortir les chevaux, si les propriétaires ne viennent pas. Donc là, on a vraiment eu des drames. Donc, comment on fait pour les sortir? Enfin, voilà. Et puis aussi, ces chevaux qui d'un seul coup sont quand même habitués à voir les personnes qu'elles aiment, et d'un seul coup, l'écurie, je ne vois plus personne. Plus de bruit, plus rien. Voilà. Bon, on a mis en place dans beaucoup d'écuries, donc moi j'étais en écurie pendant le confinement, le fait de se dire que 2 fois par semaine, on faisait une visio avec le cheval en lui disant que ce n'était pas de sa faute. On ne venait plus le voir, mais ce n'est pas de sa faute, il n'a rien fait. Hein, il n'est pas responsable qu'on ne vienne plus le voir. Il n'est pas coupable, il n'a pas fait quelque chose de mal qu'on ne vienne plus les voir et qu'on ne vienne plus s'en occuper. Voilà, donc déjà pouvoir les faire déculpabiliser par rapport à ça, qui ne rentrent pas en stress, hein, de se sentir abandonnés. Voilà, et puis avec les visios et le fait de voir, mais il fallait voir vraiment le changement. Et puis des propriétaires, bien sûr, extrêmement émus, hein, parce que c'est tout ce qui leur restait pour voir leur cheval, c'était le téléphone en visio. Hein, et les chevaux qui venaient, qui s'approchaient, qui étaient heureux de parler, mais on a eu des propriétaires, bien sûr, qui pleuraient 2 fois par semaine, hein, bien sûr. On avait les chevaux qui venaient et qui pleuraient. Ils pleuraient.
de sentir le lien aussi avec leur propriétaire. Et il y avait pour les deux les larmes qui coulaient, donc moi aussi, évidemment, hein, pendant que je faisais ces vidéos. Voilà. Mais allez, ça a vraiment amené énormément de choses. Et aussi toute une période où on a fait beaucoup de communication animale, hein, bien sûr, à distance et pour les chevaux, où moi j'avais mis en place tout un cycle qu'on ne faisait pas forcément payer, hein, voilà, avec d'autres communicants animaliers, pour que justement ces propriétaires puissent être en lien avec leurs animaux et que les animaux puissent comprendre qu'ils n'étaient pas responsables de ce dysfonctionnement humain. Et ça a fait énormément de bien. Énormément de bien. Ça, il y a eu du calme, quoi, si vous voulez. Il y a eu de l'acceptation parce que malheureusement, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et puis de préparer après quand est-ce qu'on va pouvoir les revoir, dans quelles conditions on va les revoir. Enfin, voilà, ça se prépare, tout ça aussi. Hein? Vous voyez, donc ça, c'est des choses importantes. De la même façon qu'on prépare aussi des hospitalisations et qu'on dit combien de temps va durer l'hospitalisation, que ce n'est pas un abandon, que l'animal va être mis en cage. Voilà, surtout s'il sort de la SPA. Hein, là, on le remet en cage chez le vétérinaire. On dit que on n'est pas en train de le réabandonner chez le vétérinaire. Voilà. On ne peut pas forcément toujours passer, mais qu'on a le vétérinaire au téléphone, ou les ASV, qu'on essaye aussi de leur faire entendre notre voix, qu'on vient les rechercher, que ça dure autant de temps. Parce que s'ils doivent, si vous voulez, s'approprier leur vie et s'approprier leur santé, ce n'est pas en plus en se disant je suis abandonné. Hein? Savoir que l'être humain à distance pense à eux, leur envoie de la force, leur souhaite de se soigner, s'inquiète pour eux, mais envoie le maximum pour que l'autre puisse être que dans sa santé, que dans sa guérison, ben, l'air de rien, la guérison, elle est aidée par rapport à ça. Tandis que là, c'est je ne suis pas bien et en plus on ne veut plus de moi, d'accord? Là, ce n'est pas du tout la même dynamique de guérison qui est mise en place. Hein? Donc ça c'est important. Hein, et les vétérinaires en sont conscients et les ASV aussi. Hein, voilà, pour cet accompagnement-là, il faut vraiment que l'animal, et on le dit dans les communications animales, ne pense qu'à toi, quoi. Là, c'est un moment donné où tu dois te centrer sur ta guérison et ta santé. Les gens en dessous, ils te soutiennent, ils ne sont pas forcément bien et tout. Ils vont gérer. Ils vont gérer. L'objectif, c'est toi. Concentre-toi sur ta santé. Et ça, ce sont vraiment des messages d'amour qu'on doit leur faire passer plutôt que de leur faire passer notre stress. Oui, hein. Des demandes par rapport à ça, des questions, des choses qui vous surprennent hein, peut-être, parce que c'est beaucoup de bon sens hein, quand même. Hein. C'est beaucoup de bon sens. Hein. Pardon? Oui, voilà, voilà. Mais essayons d'être précis, vous voyez. Je pars pour autant de temps. Ce soir, je rentre à telle heure. Voilà. Par exemple, moi, il y a une quinzaine de jours maintenant, j'ai eu un chat en communication animale et donc une dame remplie d'amour, une famille remplie d'amour pour son chat. Et la première chose que le chat a dit, c'est non mais c'est quoi ce truc maintenant on arrive à n'importe quelle heure et on me réveille pendant la sieste, ça va encore durer longtemps. Et en fait, la dame elle dit je suis prof, c'est mon nouvel emploi du temps de cette année. Et le chat sur le coup de se dire moi il y a des moments je l'attends, elle ne rentre pas, elle vient pas. Voilà. Et puis au moment où moi je suis repartie dans la sieste, boum, elle arrive. Et je ne suis pas bien, quoi. Ça va encore durer longtemps, ça ou... Voilà. Parce qu'elle avait l'habitude de rentrer pour manger. Là, elle ne pouvait plus rentrer pour manger, mais par contre, elle finissait vers 14h30, 15h. Donc lui, c'est bon, elle est voilà, je stresse et tout. Bon, je prépare à la sieste. Puis là, elle arrivait. Il disait, ouais, mais je ne suis pas bien, moi, maintenant. Voilà. Donc là, et là, elle disait, effectivement, je n'ai jamais eu cet emploi du temps comme ça. Je n'ai jamais eu ça. Là, j'ai changé d'établissement. Normalement, je rentrais tout le temps manger, quoi. Voilà. Donc de là, pouvoir dire, oui, il y a un changement, ça va au moins durer jusqu'au mois de juin. Voilà. Voilà. Ah, bon, ok. Parce que ça crée des angoisses et puis être réveillé pendant qu'on dort ou pendant la sieste, on n'est pas bien, quoi. On est un peu, voilà, comme quand on est réveillé et qu'on était reparti à dormir, quoi. Donc
Donc, il faut leur dire, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la perturbation de leur emploi du temps que ça fait quand ils sont attentifs à nous. Ça veut dire quand ils veulent venir nous dire bonjour, quand ils veulent venir être attentionnés, quand nous, on a envie d'aller leur faire un câlin parce qu'on rentre. Oui, d'accord, sauf que là, c'est plus... c'est pas le moment où il était prêt à ça et où il accepte dans de bonnes conditions, mais surtout, c'est pas forcément un moment où il le partage. Or là, le chat, ce qu'il disait, c'est moi, j'ai envie, le moment où la personne elle revient, j'ai envie de le partager. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois changer d'horaire aussi ou parce que là, je partage pas la rentrée. Vous voyez? Ça, c'est des choses qui sont importantes. N'hésitez pas à leur dire à quelle heure vous rentrez. Je rentre plus tard, là, je vais faire des courses, mais je reviens après. Là, on rentre demain matin. Ah oui, ok. Bon, qui ne s'inquiètent pas aussi. Vous voyez, je pense que ça, on sous-estime l'inquiétude ou le stress qu'ils peuvent avoir quand ils ne nous voient pas rentrer à l'heure. Des demandes ou des questions? On a une chatte qui ne supporte pas qu'on parte en vacances. Oui. Même si elle a des visites régulières, même si on lui a expliqué les choses, elle ne supporte pas. Et ce qu'elle fait jamais, c'est faire plus d'un canapé. Là, oui. Ça peut tout à fait. Elle se crée des cystites. En fait, le vétérinaire a expliqué qu'en fait, de son stress, elle se crée des cystites. Oui. Et après, il faut essayer de comprendre la cause. Parce que si vous voulez, là, la traduction que vous donnez, c'est elle ne supporte pas qu'on part en vacances. Oui et non. Oui et non, parce que si elle supporte que vous alliez travailler ou des choses comme ça, vous voyez, donc c'est autre chose. C'est quoi? C'est la durée des vacances qu'elle ne supporte pas? C'est le deuxième jour? C'est quoi? C'est les personnes qui viennent pour lui donner à manger et qu'elle le prend comme une intrusion? Enfin, vous voyez, pour moi, ce n'est pas les vacances qu'elle ne supporte pas, c'est quelque chose d'autre qui est en train de se passer pendant votre absence. Vous voyez? Et là, il faut creuser pour pouvoir l'aider par rapport à ça. Vous voyez? Qu'elle sente moins d'intrusion sur le territoire. Parce que si elle reste sur le territoire, ça veut dire qu'il y a une intrusion sur le territoire pour venir lui donner à manger et nettoyer la caisse. Ça, ce n'est pas forcément très sympa. Voilà. Qu'elle puisse comprendre ça, quoi. Et accepter aussi la personne qui vient le faire. Voilà, parce que ça peut être source de stress, hein, ça. Des demandes ou des questions? C'est bon? Bon. Je vous propose qu'on arrête parce qu'à 14h, il y a quelqu'un d'autre qui vient faire la conférence et puis nous, on a communication animale.